toutes, bonjour à tous. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Comme le disait Vincent, on est très heureux. On règle les derniers problèmes techniques. Très heureux de vous accompagner, de vous partager depuis plus de 10 ans maintenant les résultats de ce baromètre croissance. D'accord? Ce baromètre, il a pour humble et simple objectif de mesurer l'impact du digital, la guerre, l'impact de l'IA aujourd'hui sur la croissance des entreprises. Voilà, on va vous dérouler un agenda autour de cet objectif et vous verrez, les résultats cette année sont plutôt grisants, sont plutôt enthousiasmants. Je sais qu'on est dans un contexte, on ne peut pas faire fi du contexte dans lequel on vit, géopolitique en l'occurrence, mais voilà, on est très content de vous partager ces résultats qui soulignent un enthousiasme de la part des chefs d'entreprise en France, puisque évidemment cette étude n'a été réalisée qu'en France. Alors, on va prendre plusieurs micros, ce sera plus simple. Voilà. Et puis, dernière chose que je voulais dire, bien sûr remercier encore une fois, comme l'a dit Vincent, mais tous les partenaires. Remercier aussi les gens qui ont contribué, dont le logo ne s'affiche pas. Je pense à toi, Cyril Duplessis. Je pense à Jean-Charles Brandly, qui était à l'origine aussi de ce baromètre il y a 10 ans avec moi. Et puis, je pense à notre président, Laurent Nisty, qui n'est pas là aujourd'hui, et à tous mes collègues d'Oracle que je peux voir dans la salle. Donc, merci à vous de nous soutenir aussi. Allez, on démarre, c'est parti. Nadia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, sur comment a été réalisé ce baromètre? Avec plaisir, bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a réalisé côté OpinionWay, donc institut de sondage, ce baromètre auprès d'une cible de plus de 500 décideurs dans la stratégie d'entreprise en France, dans les entreprises de plus de 100 salariés jusqu'à 5000. Donc on est sur une cible de grosses PME et de TI. Et ces personnes-là, en fait, on les a interrogées en ligne via un questionnaire sur lequel on a travaillé en commun avec l'Axel et ses partenaires. Et on a mené ce terrain à la fin du mois de février, début du mois de mars. Comme le disait Cyril, il y a quand même un contexte à prendre en compte aussi à la lecture de ces résultats, puisque ça coïncide à peu près avec le début du dernier conflit au Moyen-Orient. Et donc, il faut garder en tête effectivement le timing de ce terrain, donc l'état d'esprit dans lequel étaient nos répondants décideurs quand ils ont répondu à ce questionnaire. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que justement, ça donne un angle assez fort. C'est moi qui les répète, pardon. On a le retour là. Ouais. Ah bah parfait. Alors, on a décidé d'organiser et de structurer la restitution de ce baromètre autour de 5 chapitres. 5 chapitres qu'on a, Nadia et moi, simplifiés ces 48 dernières heures, mais qui correspondent, je pense, vous reconnaîtrez les étapes un peu d'un chef d'entreprise, les questions que peut se poser un chef d'entreprise, et les étapes, comme ça c'est mieux, de contribution de l'IA dans l'entreprise. Alors on va parler évidemment d'investissement, on va parler de stratégie, en quoi l'IA crée de la valeur, contribue à la stratégie, pardon. Comment elle crée de la valeur, donc vous verrez, c'est clairement un catalyseur aujourd'hui de la croissance économique. Son déploiement en entreprise, concrètement, les projets, à quoi ça correspond, et évidemment, peut-être le nerf de la guerre, parce que Vincent et moi on est très attachés à ça, on parlera de compétences et de formation autour de l'IA. Allez, on y va. C'est parti. L'IA, priorité des entreprises dans leur transformation. Alors, première question que nous avons posée à nos dirigeants et chefs d'entreprise. Direz-vous que le digital contribue au chiffre d'affaires de votre entreprise? Alors là, les résultats cette année sont unanimes. Encore une fois, je rappelle le contexte dans lequel ce questionnaire a été fait, puisque 95% d'entre eux estiment que le digital contribue au chiffre d'affaires de leur entreprise. Donc, le digital en général. Donc, on ne parle pas d'IA seulement. Là, d'un point de vue barométrique, on mesure le digital. Alors que les années précédentes, on était à 62%. Donc, il y a un accès. On va dire que là, on voit bien le phénomène de la vague de l'IA qui finalement légitime globalement tout l'écosystème du digital, puisque là, il y en a maintenant, c'est voilà, sans discussion, on va dire. Les chefs d'entreprise et les cadres dirigeants aujourd'hui
estiment que le digital a un impact sur leur chiffre d'affaires. Donc oui, tout à fait, est à 67%. Oui, tout à fait, est à 67%. Oui, plutôt à 28%. Bon, voilà, d'un point de vue, il y a un effet de vase communicant d'un point de vue barométrique, mais le chiffre, en tout cas, souligne bien cette accélération dont on va vous parler ce matin. Alors, concrètement, pourquoi faire? Donc, quels sont les principaux leviers de croissance pour votre entreprise aujourd'hui? On avait les années précédentes un triptyque, somme toute, un peu différent, donc un trio de tête qui a un peu changé, puisque cette année, on retrouve l'innovation technologique. À quoi ça sert? Le levier pour ma croissance, c'est d'innover. Il faut que j'innove pour pouvoir aller chercher plus de croissance. Il faut que j'améliore mon efficacité opérationnelle. Et enfin, il faut que je recrute des talents. On va souligner l'entrée dans ce tiercé gagnant du recrutement qui n'était pas avant dans les 3 priorités stratégiques de nos chefs d'entreprise. Voilà. Après, on retrouve d'autres, évidemment, leviers clés, augmentation de la part de marché dans les segments existants, partenariats stratégiques, avec vous le verrez, quelques industries qui commencent à se dessiner comme des champions, on en reparlera, et puis la diversification des produits et des services, l'investissement dans le marketing et de manière générale la publicité ou l'expansion géographique. Voilà, tout cela, ce sont les 10 leviers aujourd'hui de croissance. Et puis, l'IA est-elle considérée comme un poste, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement? Est-ce que l'IA est considérée comme un poste d'investissement prioritaire? Là, on a 58% plus 25%, donc 83% qui nous disent clairement c'est mon poste d'investissement prioritaire. Non, plutôt 15%, il y en a toujours dans les baromètres, quelques irréductibles, on est dans le pays des irréductibles gaulois, à 2%. Vous verrez, mais cette année, ces irréductibles sont en un pourcentage minoritaire et qui est très faible. Alors, c'est bien de nous dire que c'est votre levier d'investissement prioritaire, mais combien? Beaucoup ou pas beaucoup? Très ambitieux ou pas ambitieux? Ou adapté ou mesuré? Encore une fois, dans le contexte dans lequel ça a été fait, 50%, donc la moitié, nous disent que je vais être ambitieux sur ce thème-là, sur ce sujet-là, sur ces investissements-là. Plus 21% très ambitieux, donc un total de 71% qui déclarent un effort d'investissement qui sera clairement ambitieux autour de l'IA. Donc on ne va pas lésiner sur les moyens. Nadia, tu peux nous parler un petit peu de la stratégie? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. Donc on a passé le sujet des investissements et là on veut savoir effectivement cet argent à quoi il va servir, comment est-ce qu'il va être investi dans l'entreprise et surtout est-ce que ça va vite ou est-ce que finalement on est sur une courbe d'adoption qu'on a déjà observée dans le passé. Bon, je ne vais pas utiliser plus longtemps puisque je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur la réponse. Déjà, quand on pose la question de l'auto-assessment sur la maturité, ce qu'on voit, c'est que clairement, là, l'IA, c'est plus du tout un sujet d'exploration, c'est un sujet d'exécution. On est passé, alors pour le coup, nous on mène des mesures assez régulières sur cette question notamment, mais on est passé très rapidement d'une majorité d'entreprises, de décideurs qui nous expliquaient qu'effectivement ils étaient en phase de POC, qu'ils testaient encore des choses, qu'ils y réfléchissaient, qu'ils étaient en train d'élaborer des plans, à une phase où là, clairement, on est en train de mettre en exécution, de changer ses process, de changer son organisation, et ça c'est vrai pour 4 entreprises sur 10. Donc aujourd'hui, on a 4 entreprises sur 10 qui nous disent qu'elles sont à un stade maîtrisé d'implémentation de l'IA ou en tout cas structuré dans le passage dans la mise à l'échelle. Donc pour le coup, c'est assez puissant comme dynamique, on le voit et on l'observe nous sur la durée chez OpinionWay, on l'observe depuis plusieurs années maintenant puisque c'est des mesures qu'on fait régulièrement et là on arrive sur des niveaux où on se doute évidemment qu'on va avoir encore une transhumance là de nos répondants vers la droite, clairement. Et du coup, on a demandé à nos répondants de façon assez explicite de mesurer la vitesse à laquelle se déployait l'IA par rapport à la dernière transformation assez forte qu'ils ont connue, à savoir la transformation digitale. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a
3/4 de nos répondants, 3/4 de nos décideurs qui nous disent que ça va au moins 2 fois plus vite que la transfo digitale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où le déploiement de RP, de CRM, de data a pu mettre des années avant de se déployer pleinement dans les entreprises, là pour l'IA, on est en train de se parler de mois en réalité. Donc ça va très très vite. Et ça pour le coup, il y a consensus sur la question de la rapidité du déploiement. On leur a demandé également comment est-ce qu'ils percevaient l'IA en termes stratégiques. Et ce qu'on voit là assez clairement, c'est que pour 4 répondants sur 10, 4 décideurs sur 10, c'est une opportunité stratégique majeure. Majeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans aucune réserve, ils sont absolument conscients que l'IA va bouleverser leur façon de travailler, leur façon de produire, leur façon de s'organiser, leur façon de faire de la croissance. Donc ils sont en tout cas assez unanimes sur le fait que ça va être un levier pour eux. Il y en a aussi 4 sur 10 qui nous disent que ça va être très intéressant. Donc au cumul, il y a quand même 8 personnes sur 10, 8 décideurs sur 10 là qui sont en train de nous dire c'est le fer de lance de notre stratégie. Ça va être hyper important pour nous, voire même structurant. Mais il y en a quand même 4 sur 10 qui vont avec un petit peu de réserve. Donc la question là, c'est pas trop de savoir s'ils vont y aller, mais c'est comment est-ce qu'ils vont y aller en maîtrisant le risque. Est-ce que tu peux nous parler de valeur du coup, Cyril? Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Bravo déjà, c'était très clair sur la stratégie. Donc investissement, stratégie, valeur. Donc l'IA comme catalyseur, il faut vraiment qu'il y ait des mots plus simples pour que j'y arrive, de la croissance économique. Alors, dans ce slide qui va suivre pour la première fois de la présentation, je vais introduire la notion de sous-groupe, de verticaux. On a trouvé cette année nos champions. Et franchement, je n'y attendais pas. Je n'y attendais pas. Vous savez que les années précédentes, on a fait des zooms sur les verticales, dans le digital notamment, sur l'industrie du commerce, la distribution, qui est une industrie très impactée ou qui est très utilisatrice des nouvelles technologies par sa proximité avec les consommateurs. Cette année, on a découvert une autre industrie qui se montre peut-être un peu plus rapide, un peu plus enthousiaste, mature, exactement. Selon vous, c'est quoi? C'est qui? Quelle industrie, pardon? Idée dans la salle? Service, commerce, énergie, industrie. Pardon? Beauté? Santé? Service public? Ils ne sont pas dans le scope. Donc peut-être que ce sont eux, mais on l'a pas vu. Ça pourrait être. Ouais, je pense que le suspense a assez duré. On y va. C'est le secteur de la construction et du BTP. Et vous voyez, on n'a vraiment pas, enfin vraiment, on n'a pas cherché longtemps. Les chiffres, vous allez le voir, ils vont réapparaître. On va d'un point de vue barométrique, on va les comparer à l'ensemble global. Et aussi, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va aussi peut-être un tout petit peu différencier les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, que vous voyez déjà apparaître ici, de 500 à près de 5000 salariés. Donc, à la question au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure l'IA a-t-elle contribué? Pour 50%, elle améliore, je pense que ça ne va pas nous surprendre parce que je vois des utilisateurs de LLM dans cette salle assez experts, la productivité des équipes. Donc ça, c'est un point, je pense, unanime. Quand on pense à IA, on pense à IA générative, on pense au modèle, quel que soit votre modèle aujourd'hui, de Mistral, Gemini, Claude ou ChatGPT, voilà, on voit bien le gain d'efficacité que ça peut créer. Qu'il soit fourni ou pas par l'entreprise d'ailleurs. On parlera 2 minutes de shadow IA, puisque certains d'entre nous, j'en suis sûr, le font aussi, utilisent les outils de leur entreprise, et d'autres pas toujours. C'est un phénomène qui est marqué. On ne peut pas passer à côté de ce phénomène. Ça aussi améliore, ça accroît la performance globale et la compétitivité. Donc là, il y a une étude, il y a 10 jours, là, qui a été faite par Google et un autre institut de sondage que je ne citerai pas aujourd'hui par respect pour toi, Nadia, mais qui nous disait que 72% des dirigeants aujourd'hui voient l'IA comme un avantage compétitif dans les 3 prochaines années. Donc voilà, c'est un avantage compétitif. Ça va faire la différence. Ça permet de stimuler l'innovation, ça permet d'améliorer l'expérience et la satisfaction des clients
donc de ses propres consommateurs ou de ses propres clients B2B, renforcer la qualité et la pertinence des décisions, et enfin, ça permet aussi de réduire les coûts et de mieux allouer les ressources. Donc, c'est toujours un item qui est un peu compliqué à mesurer, parce que quand on est dans un moment d'accélération technologique, la réduction des coûts est toujours un petit peu contre-intuitif, parce qu'il faut que j'investisse. En même temps, je n'ai pas l'impression de réduire radicalement ou drastiquement mes coûts, mais néanmoins l'item est quand même très bien représenté. Là, vous voyez que c'est 20 à 30 points de plus pour le secteur de la construction et du BTP. Alors là, on a réfléchi, on s'est posé la question pourquoi. Personnellement, j'ai plein d'exemples à vous donner. J'ai appelé tout de suite mes clients dans ce secteur. Je dis mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi en plus. Il est vrai que c'est un secteur qui est très concurrentiel, on le sait tous. C'est un secteur où il y a des réponses à appels d'offres et qui sont très importantes. Et dans ce secteur-là, plus vous répondez à des appels d'offres, plus vous avez de chances de gagner des contrats et des dossiers. Donc l'IA vous fait gagner un temps considérable dans ces réponses à appels d'offres. Et statistiquement, plus vous y répondez, plus, encore une fois, vous avez de chances de gagner des dossiers, de contribuer à l'accélération de votre performance et de votre chiffre d'affaires. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pas que ça aujourd'hui. Si vous questionnez des grands acteurs de la construction et du PTP, je suis sûr qu'ils sauront vous en donner plus que moi. Mais aujourd'hui, dans la prise de décision aussi, l'IA est de plus en plus utilisée dans ce secteur-là. Bref, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la matinée. Les ETI, c'est aussi marqué, puisque pour les ETI, l'IA va être utilisée pour optimiser l'efficacité des processus opérationnels de manière encore plus marquée que pour l'ensemble du panel. Voilà. Alors, on arrive au milieu de la présentation. Et donc, au milieu de la présentation, j'étais un peu vite sur mon clic, on a décidé de partager le chiffre clé de ce baromètre. Le chiffre, vraiment. Donc, s'il y a des photos à faire, c'est là. Le chiffre. Alors, il est impressionnant parce qu'il est... Il est vrai, déjà. Je confirme que dans la méthode, il est vrai. On l'a pas arrangé. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle contribue à la croissance et au chiffre d'affaires des entreprises? Et dans quelle mesure? Pour 98% des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants, l'IA, l'intelligence artificielle, contribue au chiffre d'affaires et surtout à la croissance du chiffre d'affaires de leur entreprise. Ce chiffre est dingue, c'est vraiment, encore une fois, je répète un petit peu le contexte, pardonnez-moi, dans le contexte dans lequel il était fait, un peu de tout on s'est figé après le 28 février, je pense qu'on s'est demandé qu'est-ce qui se passe, et pour autant, voilà, il y a vraiment une envie, un espoir et une capacité déjà à mesurer l'impact de cette technologie. ChatGPT apparaissait il y a un peu plus de 2 ans, et depuis, beaucoup de choses se sont passées dans les entreprises. Et pour une entreprise sur 3, l'IA contribue déjà à plus de 10% de leur croissance. Maintenant, ce chiffre va évoluer, je pense, dans les prochaines années, mais c'est déjà très significatif. D'accord? C'est déjà une contribution très significative. Et là, pour le coup, on a voilà, quelques stéréotypes qui sont encore très minoritaires. Donc l'IA contribue à la croissance, en tout cas c'est ce que nous disent les chefs d'entreprise. Alors évidemment, l'IA est aussi déjà à l'origine des transformations très significatives dans l'entreprise. Je vous ai parlé du secteur du BTP. Pour être un peu plus exhaustif, évidemment, dans le secteur du commerce qu'on a mesuré ces dernières années, l'IA a énormément contribué aussi à des métiers, à des fonctions régaliennes qu'on connaît tous comme le marketing, la communication ou le commerce, puisque là on est vraiment dans un usage un peu plus intensif de l'IA dans les métiers que peut-être dans d'autres directions, dans les fonctions commerciales évidemment, dans les fonctions technologiques, dans la supply. Désormais elle apparaît beaucoup aussi dans les gains d'efficacité autour des opérations qui se mesurent aussi très fortement dans l'impact sur la rentabilité et la performance des entreprises. Donc des leviers d'optimisation et des évolutions significatives qui sont exprimées ici, puisqu'on a pour certains une rupture profonde, pour la plupart des évolutions significatives,
et pour aussi un tiers d'entre eux des leviers d'optimisation, des gains d'efficacité. Donc ça c'est aussi, on croit en l'IA, mais on garde beaucoup de discernement, si je puis m'exprimer ainsi, dans cette technologie, et on le voit bien. Je pense que l'humain reste important pour corriger aussi des hallucinations, je crois qu'on dit, ou en tout cas des erreurs qui peuvent être encore faites par cette technologie. Alors, belle transition. Voilà, je voulais quand on a vu ce slide ensemble, évidemment je travaille dans la tech moi, donc là on va vous parler des risques. Donc je dis Nadia, est-ce que tu peux nous en parler? Moi j'ai vraiment pas envie de parler des risques liés à l'IA. Donc elle va vous parler des risques. Donc je prends la patate chaude. Vas-y, Nadia. Effectivement, en fait, on est conscient quand on déploie une nouvelle technologie qu'elle s'accompagne d'opportunités, bien sûr, parce que sinon on ne le ferait pas. Et là, on l'a vu, on le fait, et on le fait de façon massive et ça porte bien la croissance. Et ça s'accompagne aussi de risques, forcément. Et les principaux risques qu'on constate, on a proposé en fait à notre panel de répondants une liste de risques qu'on anticipait. Et ce qu'on voit, c'est que ils sont pas dupes. Clairement, ils nous disent on est anxieux sur plusieurs sujets. Mais ce qui ressort assez fortement, c'est le sujet de la sécurité et du cyber-risque. En fait, c'est vraiment le cœur du anxiogène, le nœud du problème pour eux aujourd'hui, il est là. En tout cas, c'est ce qui, je pense, enfin, ce qu'ils nous disent en tout cas, les empêche de dormir clairement le soir quand ils pensent à leur stratégie de déploiement IA. Pourquoi est-ce que je dis que c'est absolument fondamental pour eux dans leur réflexion? Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, en sondage, donc on pose des questions avec des échelles comme ça, c'est très important, c'est déterminant, etc. Et on se concentre beaucoup sur les points extrêmes. Et ce 61% là qui est encadré, il est assez rare en fait en sondage. On a rarement autant de personnes qui se mettent dans la position extrême, c'est-à-dire là ils nous disent que c'est déterminant pour eux en fait. Clairement, on a rarement des chiffres aussi forts sur une position aussi marquée. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a un vrai sujet concernant la sécurité aujourd'hui lié au déploiement de l'IA pour les décideurs. C'est pas le seul risque qui ressort, vous l'avez vu, il y a aussi un risque, tu en parlais justement Cyril à l'instant en parlant d'hallucination. Le risque aussi qui est pressenti, c'est la fiabilité des résultats qui sont produits par l'IA. Donc, en fait, si on devait synthétiser un peu cette question, clairement, on comprend que la priorité, c'est l'innovation, mais pas à n'importe quel prix. Elle doit se faire au prix de la sécurité et de la fiabilité. C'est vraiment les deux enjeux majeurs, là, aujourd'hui, auxquels font face nos dirigeants. Voilà, je rajouterais quand même, on est dans une institution ici, les enjeux de souveraineté quand même, pour ma part, je discute tous les jours avec des grandes et des moyennes entreprises, sont extrêmement importants. Donc là, ils apparaissent en quatrième position. Oui, dépendance technologique. 80%, qui nous disent. Ouais. On va faire un focus dessus. Pour ma part, c'est mon premier sujet. Évidemment, la cybersécurité, évidemment, cela va sans dire. Cela va sans dire. Alors, on continue. Et en termes de déploiement, en fait, de façon très concrète, comment est-ce que ça se passe? Donc, on a mesuré au travers quelques questions. Et ce qui en sort, effectivement, c'est qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement et on va voir pourquoi. Donc, on leur a demandé déjà, parce que le sujet n'était pas que l'IA générative, bien sûr, on parle d'intelligence artificielle dans son sens le plus générique du terme. On leur a demandé aujourd'hui comment est-ce qu'ils investissaient, quelle était leur logique d'investissement sur différentes typologies d'intelligence artificielle entre pas de déploiement, des quick wins et des transformations profondes. Ce qu'il en ressort, c'est que... J'ai perdu mes chiffres, j'ai perdu celui-là. Il y a un retour en arrière. Ouais, c'est bon. Inexplicable, c'est bon. Ce qu'il en ressort, clairement, c'est qu'il y a eu une période d'investissement pour générer du chiffre rapidement. On était dans une logique où, il y a quelques années encore, on voulait aller vers ce qui rapporte vite. Et aujourd'hui, ce qu'on voit ici dans cette question, c'est que on est en train d'avoir on est vraiment sur la crête là entre je vais aller vite, je veux des résultats, mais je sais qu'il faut que je transforme profondément. Pourquoi est-ce qu'il faut que je transforme profondément? On l'a vu, 98% des entreprises qui nous disent que l'IA apporte la croissance. En fait, si ça reste un vernis, une surcouche sur les process actuels, ça va pas marcher sur le long cours. Donc ça, ils en sont conscients les dirigeants. Et c'est pour ça qu'ils se disent qu'il faut passer à un modèle où vraiment on va transformer clairement l'organisation, les modes de production,
les modes de travail pour aller vers une situation plus pérenne et qui va apporter encore plus de croissance. Et ça se fait aussi bien sur des sujets d'IA générative dont on entend parler depuis plusieurs années, mais aussi sur des sujets dont on entend, qu'on voit émerger depuis assez peu, notamment sur l'IA agentique, où on a quand même une entreprise sur deux qui nous dit que oui, en fait, son modèle va être bouleversé par l'agentique, clairement. Et donc, c'est une transformation là qui est vraiment en train d'être impulsée profondément dans les entreprises. Donc là, on le voit bien, hein, c'est vraiment autant il y a l'année dernière ou il y a quelques années, il pouvait y avoir une confusion entre IA et IA générative. Là, les dirigeants ont clairement compris que l'IA était polymorphe et que différents types d'IA allaient se déployer en entreprise. Donc ça, c'est vraiment un learning aussi assez marqué cette année, assez fort. Et puis on leur a demandé de façon très pragmatique aujourd'hui quelles étaient les solutions d'intelligence artificielle qu'ils privilégiaient dans leur entreprise avec 3 possibilités. Est-ce qu'en fait ils s'appuient sur des solutions de marché existantes et donc ils intègrent des solutions de marché existantes? Est-ce qu'à l'inverse ils internalisaient le développement de solutions d'IA pour être en pleine maîtrise? On l'a vu, il y a quand même un sujet de risque, etc. qui est assez fort. Donc est-ce qu'ils internalisent en fait pour maîtriser les données et les usages, ou est-ce que finalement ils hybrident entre ces deux modèles? En fait, ce qu'on comprend là, c'est que ça c'est très homogène, hein, on voit qu'il n'y a pas de dogme en fait, il n'y a pas de bonne façon de faire. Le choix il est clairement pas idéologique, il est pragmatique. C'est comment je choisis ma solution, qu'est-ce que je dois faire effectivement pour que l'usage se déploie le plus rapidement, le plus efficacement et le plus fiablement, oui, fiabilisant le plus possible l'usage de l'IA. Alors là, on voit bien, je trouve que cette question était très intéressante cette année parce que on voit bien le côté un peu schizophrène de l'IA. On dit, les outils existent déjà sur le marché, en public. Pour beaucoup d'entre vous, on verra avec notre invité tout à l'heure, on utilise les langages du marché aussi dans le contexte d'entreprise. Je fais référence à ce que je disais en introduction autour du shadow IA. Et en même temps, non, ça ne suffit pas. Parce qu'on voit bien qu'un modèle ou une IA n'est jamais aussi performante que quand elle est entraînée sur mes propres données. Quand vous faites un prompt très générique, sans connaissance de votre contexte, vous allez avoir une réponse basique, générique. Quand vous faites un prompt très détaillé, entraîné sur des données, sur un modèle entraîné sur des données propriétaires, propres, vous allez avoir une réponse performante. Et pertinente surtout, souvent beaucoup plus pertinente dans le contexte dans lequel vous êtes. Donc là, on voit bien qu'il y a une forme de pragmatisme dans cette question finalement qui se dessine de la part de nos chefs d'entreprise. Si on va parler de souveraineté, l'obsession de Cyril, du coup, et pas de Cyril seulement, mais de beaucoup de dirigeants, et on le voit. Ils sont d'accord avec moi là, c'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Donc, on leur a demandé effectivement en termes d'investissement, l'importance qu'ils accordaient aujourd'hui dans la souveraineté des données ou la souveraineté technologique lorsqu'ils investissaient, à quel point en fait ce critère était déterminant dans leur choix. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est clairement pris en compte. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Plus de 9 entreprises sur 10, voire même quasiment à l'unanimité, sont vigilants sur les questions de souveraineté des données, et ça va jusqu'à une entreprise sur 5 qui nous dit que c'est absolument pas négociable même comme sujet. Et puis sur la souveraineté technologique, on est sur des résultats qui sont à peu près similaires. Donc c'est un vrai point de vigilance aujourd'hui pour les décideurs, et c'est normal puisque on l'a dit, c'est une technologie qui se développe vite, sur laquelle ils font des investissements massifs, qui est en train de changer la structure complètement, l'organisation profonde de l'entreprise. Donc c'est logique qu'il y ait besoin à un moment de contrôler quelque chose. Et vu que le risque majeur pour eux, c'est encore la cybersécurité et la fiabilité des data, c'est normal aujourd'hui que leur obsession, que leur point de contrôle principal soit sur la souveraineté. Il n'y a pas de surprise finalement. Nous aurons nos amis de Sopra Steria qui participeront à la table ronde là tout à l'heure. Je suis sûr qu'ils pourront nous en dire un peu plus sur ce sujet. Alors. Et puis, en fait, on leur a demandé de façon très claire à nos dirigeants, parce qu'on voit que ça va quand même bouleverser le modèle des entreprises françaises, s'ils estiment qu'ils ont besoin d'être accompagnés aujourd'hui dans cette transition, dans cette transformation des entreprises. Et là, en fait, ils sont pas naïfs. Pour 2 tiers d'entre eux, ils nous disent effectivement que
ils n'y arriveront pas seuls, ils auront besoin d'accompagnement. Donc là aussi, l'IA crée de la valeur sur un marché de l'accompagnement à la transformation, c'est évident. Et pour le coup, 2/3 d'entreprises qui admet de façon très certaine qu'elle va avoir besoin d'être accompagnée, ça prouve aussi qu'il y a besoin de compétences, de méthodes, qu'aujourd'hui les grosses PME et les ETI françaises n'ont pas nécessairement. Et ça, je souligne le point, il n'y a pas de différence qui sont liées à la taille. C'est pas les petites qui ont besoin d'accompagnement quand les grosses peuvent se débrouiller toutes seules. C'est pas vrai. En fait, aussi bien les grosses ETI que les petites PME, enfin que les PME de 100 personnes, nous répondent dans les mêmes proportions. Donc il n'y a pas d'effet de taille ici. Ça veut vraiment dire que ça nécessite, et ça pour le coup les décideurs en sont conscients au moins pour 2/3, ça nécessite des compétences très particulières pour pouvoir mener cette transformation comme il le faut. C'est à moi. Des résultats, j'attendais que tu me fasses la place. Pardon, c'est toi Cyril. Répétez. Alors, voilà, dernier point de ce chapitre de déploiement. Concrètement, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, que moi, vous lisez toutes les études, vous êtes fan de ces études, qui disent, bon, est-ce que ça délivre des résultats concrets ou pas, est-ce qu'on est encore à l'échelle au moment d'époque, des pilotes, est-ce que le passage à l'échelle se fait vraiment? Voilà, ce qui compte, c'est la perception, ce qui compte, c'est le jugement, finalement, des chefs d'entreprise. Voilà, donc la question, je répète la question, d'un point de vue barométrique, dans quelle mesure les cas d'usage IA de votre organisation ont-ils atteint les résultats et objectifs attendus? Donc, je pense que la question est très claire, ça ne peut pas être challengée. Très largement atteint, plutôt atteint, peu atteint ou pas du tout atteint. Donc là, on a une courbe de Gauss avec un plutôt atteint à 68%. Donc, entre le plutôt et très largement, la moyenne des deux, la somme des deux plutôt, fait 98%. On retrouve ce chiffre de 98% qui estime que les cas d'usage IA ont atteint des résultats attendus. Je répète, 98% estiment que les cas d'usage IA ont atteint des résultats attendus. Donc ça, c'est un optimisme, c'est un élan d'optimisme que franchement, on n'avait pas vu dans les 8 éditions précédentes de ce baromètre. Donc il y a vraiment une mesure de l'efficacité qui se fait. Ah, puis, voilà. Il y a aussi une marge de progrès. Ça, c'est aussi l'enseignement de ce résultat. C'est qu'aujourd'hui, on atteint des résultats. Il n'y a que 2% qui se prennent les pieds dans le tapis. C'est pour le coup assez peu, assez marginal. Mais clairement, aujourd'hui, les résultats sont plutôt atteints. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs qui sont probablement assez élevés. En même temps, on est en train de se parler d'une transfo profonde qui nécessite des investissements. Donc, c'est logique que les ambitions soient fortes. Mais surtout, ça veut dire effectivement qu'il y a encore une marge de progression. On est au début, en réalité, de ce déploiement, de cette transfo, et que à terme, on espère, dans les prochaines éditions du baromètre, on verra effectivement se déporter vers le très largement atteint ces chiffres. Tout à fait. Voilà, donc investissement, stratégie, valeur, déploiement. On vient de vous partager les 4 premiers chapitres et donc on en arrive à notre 5e chapitre qui est lié à la formation et aux compétences. Un sujet qui est cher à notre cœur, Vincent vous l'a dit, je vous le redis, à l'Axel. Et vous allez voir le mythe un petit peu du est-ce que l'IA va détruire les emplois ou ça va en créer, ou ça va renforcer finalement les enjeux de formation. C'est plutôt le dernier point qui apparaît ici et qui va être souligné, puisque c'est les compétences, c'est le plébiscite de la formation interne qui ressort vraiment de ce baromètre. Ok ? Donc, on a choisi 4 questions, il y en avait un peu plus dans le baromètre, mais on a choisi 4 questions, et Vincent, David reviendront sur ces sujets-là tout à l'heure autour de la table ronde, avec un partage d'expérience avec nos invités. Alors, première question qu'on voulait vous partager, qui a été formulée dans le baromètre, c'est pour acquérir finalement les compétences IA nécessaires, votre organisation, qu'est-ce qu'elle privilégie? Qu'est-ce qu'elle va privilégier? Le recrutement externe de profils spécialisés, pour 20% d'entre elles, une combinaison équilibrée entre les deux, donc les deux c'est quoi? La formation et la montée en compétences des équipes existantes, ou alors aucune politique RH en dernier point. Donc là, on voit bien que
La formation, pour la moitié d'entre elles, très clairement, c'est un plébiscite, hein, c'est la formation et la montée en compétence des équipes existantes qui va être privilégiée. Pour l'autre moitié, on va combiner cette première dimension avec un recrutement externe. Ce qui est marqué là, d'un point de vue barométrique, qu'on a voulu souligner avec Nadia, c'est qu'avant, l'externe représentait un tiers des intentions de suffrage. Là, ça baisse. On est à 20%, donc on voit bien qu'il y a quand même une tendance à se dire, bon, l'IA c'est un outil extraordinaire qui peut être appréhendé par beaucoup plus de gens que le digital. Un peu plus simple peut-être en termes de formation que pouvait l'être le digital. Voilà, on le voit sur plein de sujets. Je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, se sont mis à coder alors que avant c'était une compétence qui était peut-être moins accessible. Donc on voit voilà, que l'IA permet vraiment de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc la formation va permettre à un employé, je l'espère en tout cas, d'être augmenté. Deuxième question sur la formation, c'est autour des défis RH qui sont multiples. On a posé la question aujourd'hui, quels enjeux RH rencontrez-vous dans l'adoption de l'IA? Donc là, vous avez une dizaine de défis, mais pour près de la moitié d'entre eux, il y en a un qui ressort vraiment, c'est faire monter en compétence, comme je vous disais précédemment, les équipes métiers sur les usages de l'IA. Là encore, on voit bien que le digital avant était peut-être le sujet d'une direction des systèmes d'information, d'une équipe digitale dédiée dans les grandes ou petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. L'IA est partout, dans tous les métiers, dans toutes les organisations. Et l'enjeu, pour reprendre mon exemple du BTP tout à l'heure, c'est que mon commercial, mon directeur commercial utilise l'IA, s'approprie totalement l'IA et soit plus efficace dans son métier, dans sa productivité. Ça favorise aussi la collaboration entre techniques et équipes métiers. On se parle des choses peut-être plus simples, on se parle des choses un peu moins techniques, et c'est encore plus marqué dans le secteur chez nos champions, dans le secteur de la construction et du BTP. Et puis on retrouve aussi des items comme transformer l'IA en compétences collectives et non en expertise isolée, clarifier les rôles et responsabilités liés à l'IA, rendre l'entreprise attractive, etc. et retenir les talents. Troisième question sur cette dimension compétences et formation, c'est quels enjeux RH rencontrez-vous, les enjeux, les défis, les challenges, dans l'adoption de l'IA? Ça, je pense que c'est une question qu'on se pose tous au quotidien dans nos équipes. Bon. Ouais, j'ai fait un... Hop. C'est bon, j'ai rien... Non, c'est bon. Hop, pardon. Pardonnez-moi, on arrive à la fin du baromètre, donc je vais y arriver. Votre organisation propose-t-elle des formations autour de l'IA? Donc une question qu'on se pose vraiment tous, comment je peux me former? Comment je fais monter en compétence mes équipes? Puisqu'on voit bien que dans les deux questions précédentes, l'enjeu de la montée en compétence est clairement défini. Donc j'attends, Vincent, de toi et de ton panel avec David, que vous répondiez vraiment à cette question, hein, comment on se forme. Les chefs d'entreprise, en tout cas, et les dirigeants parlent de formation de découverte, sensibilisation, on parle de formation approfondie et de formation experte. Donc, dans tous les cas, 94, 93, 90%, on va former une majorité de collaborateurs à ces sujets. Et là, je parlais de plébiscite tout à l'heure autour des compétences, autour de la formation. Là, c'est carrément un raz-de-marée, puisqu'on va former tout le monde à l'IA dans les prochaines années. Okay, c'est un élément différenciant, c'est un axe de compétitivité pour les entreprises. Pour les employés que nous sommes tous, chacun d'entre nous, c'est aussi un axe de différenciation et d'une certaine manière de compétitivité aussi dans le marché de l'emploi. Okay, donc on a retenu un chiffre barométrique. En 2024, 50% des entreprises déclarent avoir mis en place ou envisagé de mettre en place des formations destinées à accompagner les collaborateurs. Donc là, on est sur une vraie accélération autour de la formation. En même temps, en bon utilisateur LinkedIn que vous êtes tous, je suis sûr que tout le monde a accès à voir la quantité de formations gratuites qui sont accessibles aujourd'hui sur ces sujets. Mais soyez vigilants et prudents, faites-vous accompagner.
Alors, l'acculturation, peut-être quatrième, il nous reste 15 secondes selon le chrono, je regarde en même temps le chrono. Deux autres questions, je vais passer peut-être un tout petit peu plus vite, je n'hésiterai pas à revenir plus tard dessus. L'acculturation à l'IA progresse à travers la formation, puisque là on voit que dans les pratiques ou les dispositifs qui reflètent le niveau d'acculturation à l'intelligence artificielle, il y a des actions concrètes qui sont mises en place, des actions de sensibilisation ou de formation à l'IA qui sont régulièrement proposées aux collaborateurs. Encore une fois, voilà, on est, je trouve personnellement, un peu envahi par le nombre de formations, donc il faut nous aider à décrypter tout ça. Et puis, dernière question sur cette thématique aussi qui nous a paru très importante de vous partager. C'est des profils clés pour l'adoption de l'IA, malgré les enjeux de maturité métier. Il va falloir des ingénieurs, il va falloir des gens formés sur l'usage, de cette technologie, sur l'accompagnement et le déploiement de ces technologies au sens large en entreprise. Et puis ça change vite, hein, vous voyez. Je pense que notre invité nous le dira tout à l'heure aussi. On pouvait avoir choisi un large language model pour son organisation il y a 2 ans. Cette année, c'est peut-être un différent, qui est plus puissant, plus performant. Donc il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir aussi être agile sur le choix de cette technologie et de ces plateformes IA, puisque l'innovation va très très vite. Donc ici, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes concernant le recrutement des jeunes diplômés à l'ère de l'IA? Pour 80%, dans le secteur de la construction. On n'a pas fait les maths pour le premier. Les jeunes diplômés, en tout cas, sont aujourd'hui indispensables pour accélérer l'adoption de l'IA dans l'entreprise. Et ça, excusez-moi, je n'arriverai pas à faire les maths, j'ai trop parlé. Tu veux que je fasse des additions? Tu arrives à faire les maths, là, de tête? 54 plus 27. Voilà, 81% en tout cas pour le secteur, nos champions de construction et du BTP. Voilà, c'est encourageant, c'est important. C'est important qu'une économie, qu'une nouvelle technologie aussi croit en ces jeunes et croit en l'expertise des jeunes talents. Donc voilà, on voulait terminer par cette note extrêmement positive, que l'on trouve en tout cas extrêmement positive, dans ce contexte-là de ce baromètre 2026. Voilà. Alors, du coup, Executive Summary, la synthèse. Je vais vous refaire toute l'histoire en 23 secondes. Vous avez une dizaine de chiffres sur le tableau, donc je vous laisse, comme vous le faites très bien, prendre une photo, s'il vous plaît. Épargnez-moi cet exercice de style, puisque j'ai déjà dépassé le temps. Mais voilà, des chiffres, je trouve personnellement exceptionnels. Je crois que Nadia, merci encore à toute ton équipe. Merci à On vous. était très contents de travailler avec vous. Vous avez fait du super boulot sur le terrain, dans le contexte, encore une fois, qu'on a cité. Donc c'est chouette. Et ce chiffre de 98% de l'IA qui contribue à la croissance qui est majeure. Voilà. Néanmoins, on a fait ce travail avec David, Vincent et Nadia et tous les partenaires, évidemment, les sponsors. Qu'est-ce qu'on veut retenir cette année? 98%, je vous l'ai dit. 98, c'est le chiffre. Vous avez retenu? Excusez-moi, 98, c'est un chiffre magique pour la France. Je viens d'y penser. On va espérer qu'il se passe la même chose en 2026. L'accélération, ça va super vite en fait. Il y a une accélération. Là, on le mesure très clairement d'un point de vue barométrique, puisqu'on a les chiffres des années précédentes. L'adoption et la maturité des entreprises se fait à une vitesse impressionnante. Donc, vous avez les chiffres ici qui sont illustrés. 42% des entreprises ont déjà, par exemple, atteint une maturité avancée dans leur déploiement. Et enfin, l'IA ne remplace pas les équipes, elle les transforme, puisque pour plus de la moitié d'entre elles, les entreprises ont mis sur la formation interne plutôt que sur le recrutement. Nadia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Écoute, tout a été dit, tout a été très clair. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Bon. À part merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir